On a beaucoup parlé du plan de paix à Gaza. Quel soulagement, le cessez-le-feu et cet échange d'otages d'un côté, de prisonniers de l'autre, imparfait, mais qui suit son cours péniblement, mais qui suit son cours quand même. Et voilà que la phase 2 maintenant se dévoile. Qu'y a-t-il après? Que peut-on faire après? Donc c'est un projet de résolution des États-Unis qui va être discuté dans quelques jours aux Nations Unies. Et à travers ce projet, eh bien, l'administration américaine, la Maison-Blanche, expose cette phase 2. Que va-t-il se passer après? En particulier, la fameuse force de sécurité internationale ou force de stabilité internationale qui doit tenter de désarmer le Hamas et d'instaurer un nouvel ordre qui débouchera ensuite, en tout cas c'est ce que tout le monde souhaite, sur un ordre palestinien autonome. Donc on en sait davantage. Une seule question vient à l'esprit. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est crédible? Pour en parler et pour nous donner la réponse, j'ai le plaisir d'accueillir le général Patrick Dutartre. Bonsoir général de l'armée de l'air française. Marion Van Rottergem est avec nous, grand reporter, chroniqueuse à l'Express. Bonsoir Marion. Ainsi que Jean-Dominique Merchet. Bienvenue à vous aussi. Merci, Jean-Dominique. Bonsoir. Journaliste défense et international, animateur du blog Secret Défense V2. Comme version 2. Comme version 2. Et pas comme le missile allemand, parce qu'on m'a beaucoup demandé ça. Non mais, appelez son blog le vrai 2, c'est vrai que le V2, c'est vrai qu'on pense immédiatement à ce missile qui était censé changer le cours de la guerre. Un clin d'œil en même temps, je le reconnais. Et puis Géraldine Wössner nous fait le plaisir de sa présence, rédactrice en chef au Point, ex-correspondante aux États-Unis. Que sait-on, qu'a-t-on appris sur cette phase 2 qui pourrait donc démarrer demain, c'est-à-dire au mois de janvier, avec cette force internationale qui prendrait position dans l'enclave de Gaza? Voici les indispensables avec Lucille Devillers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quelle est cette phase 2 du plan? Eh bien d'abord le calendrier. Cette force de sécurité, selon le terme consacré, prendrait place à Gaza en janvier prochain, donc dans 2 mois, c'est demain. Cela signifie que dans l'esprit des Américains, l'essentiel de la phase 1 est terminé. Libération d'otages d'un côté, libération des prisonniers palestiniens de l'autre. Même s'il reste à ce jour 8 dépouilles d'otages qui n'ont pas été rendues à l'armée israélienne et que ce cessez-le-feu peut sembler fragile, cette force de la paix aura un mandat de 2 ans. Aux dernières nouvelles, elle comprendrait des forces égyptiennes, environ 5000, saoudiennes, mais aussi indonésiennes, jusqu'à 20 000 agents, pakistanaises et azerbaïdjanaises. Au total, il est question de 50 000 hommes. Alors, quelles seraient ces missions? Eh bien, il y en aurait 3. D'abord, sécuriser les frontières. Ensuite, et c'est un point sensible, assurer la paix civile, donc une mission de police. Cela signifie la distribution de l'aide alimentaire et le déminage de l'enclave. Et dernier point sous-entendu, mais le plus délicat, le désarmement du Hamas. C'est écrit noir sur blanc dans le projet qu'a pu consulter la presse américaine, quitte à user de la force. La destruction et la prévention de la reconstruction des infrastructures militaires, autrement dit les fameux tunnels. Dernier point, l'accompagnement et la formation de soldats de l'autorité palestinienne. 5000 ont déjà été formés en Jordanie et au Caire notamment. Alors vous dites que c'est le point le plus délicat. Et justement, le Hamas montre-t-il des signes de bonne volonté sur le sujet? Eh bien, pour l'instant, le Hamas fait savoir qu'il n'acceptera qu'une force de sécurité internationale aux frontières de Gaza et non dans l'enclave. Et l'organisation terroriste ajoute: la présence de ces troupes étrangères ne peut se faire que si elle s'abstient de s'opposer à nous. De fait, les dernières images et informations en provenance de Gaza montrent que le Hamas se redéploie plus que jamais dans les rues pour le contrôle de l'aide alimentaire. On va les voir ici prendre le contrôle d'un camion ou d'une livraison. Le Hamas qui multiplie les vidéos de propagande, le monde idéal des miliciens montré ici. Merci Lucille. Bon, la question, et c'est presque la seule qu'on se pose, est-ce que ça vous semble faisable? Qui veut commencer? Général. Alors, tout est faisable, mais ça va être forcément compliqué. Le plus simple, c'est la Constitution, peut-être, à partir du moment où c'est approuvé, surtout par Israël.
par exemple, les Turcs poussent pour éventuellement y participer. Là, il semblerait qu'ils ne soient pas dedans. Que ce plan aussi soit approuvé au niveau de l'ONU, ça lui donnerait légitimité internationale à un retour de l'ONU, ce qui serait pas mal. Ensuite, il y a beaucoup de détails, en fait. C'est la coordination, bien sûr, avec les Israéliens et les Égyptiens. Qui gère, quand vous avez 5 pays comme ça, l'état-major de fonctionnalité est extrêmement important. Est-ce qu'on divise en différentes parties? Et il va y avoir un point extrêmement dur. Il y en a 2. C'est le Hamas ne veut pas que ce soit à l'intérieur de l'enclave de Gaza, mais à la frontière, comme si c'était une interposition entre l'Israël notamment et Gaza. Et la deuxième, c'est qu'ils ne veulent pas du tout désarmer. Ils ne veulent pas qu'il y ait d'interaction avec eux. Donc ça, ce sera les points durs, évidemment. Alors quand le Hamas dit on ne veut pas de force internationale à l'intérieur de l'enclave, ça fait partie, comment dire, du jeu diplomatique, entre guillemets, ou c'est un point dur du refus? On verra. Dominique. On verra. Moi, je pense que ça peut marcher. En tout cas, je ne vois pas de meilleur plan que celui-là. Voilà. Donc, si quelqu'un a quelque chose de mieux à proposer, faut le dire. Ça va pas être l'autorité palestinienne qui va prendre le contrôle de Gaza. L'autorité palestinienne est totalement à la fois inefficace et corrompue. Donc, oui, là, on a affaire à des gens qui peuvent être des gens sérieux. Les Pakistanais, les Indonésiens, la phase 2, en fait, les c'est dommage qu'on n'ait pas mis phase 2. sont de vraies armées. Les Égyptiens, je ne suis pas sûr que les Égyptiens rentrent beaucoup dans Gaza. Ils n'y ont pas laissé que de bons souvenirs quand ils y étaient entre 1948 et 1967. Et donc, oui, ça peut marcher. Effectivement, est-ce que le Hamas jouera le jeu? Aussi, si on va les désarmer, il faudra les désarmer. Vous savez, et ça veut dire quoi? Ils font beaucoup de vidéos, les gens du Hamas. En même temps, je ne suis pas sûr que leur capacité militaire soit encore extrêmement forte le jour où il y aura 60 000 ou 50 000 soldats musulmans. N'oublions pas musulmans de pays islamiques. Le Pakistan, c'est un régime islamique qui seront déployés dans ce pays. Et le Pakistan, c'est une armée extrêmement sérieuse. Donc, oui, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est plutôt bien. Si Trump réussit ça, là, il mérite le prix Nobel. En même temps, on a vu lors de la guerre civile, il y a eu une guerre civile à Gaza où il y a une vingtaine d'années où ces milices du Hamas ont tiré sur d'autres soldats musulmans, ceux de l'autorité palestinienne. Est-ce qu'il faut s'attendre à une épreuve de force? Ou est-ce que avec l'évolution, avec cette forme de consensus international, le Hamas cédera? Marion. Surtout que cette guerre civile, on l'a vu recommencer avec le Hamas qui réglait son compte aux grandes familles, aux familles. Et le système mafieux recommençait, on l'a vu récemment. J'aimerais ne pas être sceptique, j'aimerais être optimiste et j'aimerais être contredite par mon défaitisme, mais je trouve qu'il y a beaucoup de forces qui jouent contre la réussite de ce plan, ne serait-ce que par les 2 autorités de tutelle de ce plan qui sont d'une part l'Égypte et d'autre part Israël. Ce sont les 2 forces qui ont occupé Gaza, donc qui ne peuvent pas être quand même, qui sèment déjà un peu de suspicion chez ceux qui sont à l'intérieur. Alors Marion, ils ne seront pas de tutelle, Ils ne seront pas tutelle, il y a eu une confusion. Ils seront à la limite, c'est-à-dire c'est la frontière, mais ils ne seront en aucun cas la tutelle de Ils sont dans la coopération du plan. Ah non, la tutelle, c'est Trump. C'est Trump, ça c'est parfaitement c'est clair. le Conseil de paix. Oui, c'est le conseil. Ils vont créer un conseil de paix sous l'autorité. Mais en aucun cas, l'Égypte et Israël n'aura la tutelle de cette force internationale. Tant mieux. J'enlève un point. Il en reste parce que malgré tout, cette force internationale composée des pays musulmans dont on a parlé, le Hamas, quelle sera leur autorité face à Hamas dont l'existence même et l'identité même est la guerre? C'est un mouvement terroriste qui ne vit que par la haine et
par la guerre et qui ne va pas se rendre docilement. Alors, comme dit Jean-Dominique, peut-être que ces 50 000 hommes vont l'intimider, mais il me semble qu'on peut faire la guerre avec des petites armes. Oui, il peut faire du terrorisme. Et en tout cas, gêner beaucoup. Et l'autre chose qui me gêne, c'est qu'il me semble difficile d'extraire Gaza d'un contexte général. Il reste, ça n'est pas une petite partie isolée dans ce conflit. Il reste 7 millions d'Israéliens, 7 millions de Palestiniens. Le problème n'est pas réglé. La Cisjordanie, on voit que les Israéliens sont en train de mener une opération d'épuration ethnique forcenée qui ne favorise pas le règlement du conflit. Et je crains là-dessus, on avait cru comprendre que Trump retenait la main de Netanyahou justement parce que c'était un casus belli pour les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite. Mais ce n'est pas ce qu'on voit tous les jours. Ni la violation, il y a des violations de cessez-le-feu également tous les jours. Ce qui me gêne dans ce plan, c'est que, ce qui va dans un sens positif, c'est que le Hamas n'a plus de monnaie d'échange. Il n'y a plus les otages, donc il est très affaibli par ce fait qu'il n'a plus monnaie d'échange. Et Netanyahou est affaibli aussi par le fait que les forces arabes empêchent son projet d'épuration ethnique, de déplacement de population. Donc ça les retient. Maintenant, je crains que personne, d'aucun côté, ni du côté Netanyahou, ni du côté Hamas, on ait intérêt à faire la paix. Le Hamas parce que c'est existentiel et Netanyahou parce que c'est la condition de son maintien au pouvoir et pour d'éviter les enquêtes, la commission d'enquête sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Géraldine. Pour tout cela, je suis sceptique, mais en espérant vraiment me tromper. Et il faut reconnaître à Trump, j'étais aussi sceptique sur la réussite de la phase 1. Elle a réussi, c'est-à-dire restitution des otages, cessez-le-feu. Chapeau, Monsieur le Président. Imparfaitement, mais c'est vrai qu'elle est malgré tout en bonne voie. En tout cas, ça signifie que du point de vue américain, l'essentiel est fait. Effectivement, l'échange des prisonniers contre les otages, même si tous les corps des otages morts n'ont pas été restitués. Géraldine, les deux parrains, les deux bailleurs de fonds du Hamas, le Qatar, les deux principaux, le Qatar et la Turquie, si je ne m'abuse, je parle sous votre contrôle, soutiennent ce plan. Est-ce que ça peut contraindre le Hamas à jouer le jeu? Alors, c'est la difficulté, c'est qu'Israël a refusé catégoriquement que la Turquie et le Qatar participent à cette force d'une manière ou d'une autre, parce que justement, ils ont financé, hébergé, protégé tous les membres du Hamas. Donc, ils n'ont pas confiance, ce qui peut se comprendre. Il y a beaucoup de difficultés. Le plan dont on parle aujourd'hui, c'est une base de négociation. Tout ça va être négocié maintenant dans le cadre des Nations Unies. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que à la fois Trump a réussi à instaurer ce rapport de force pour contraindre toutes les parties à se mettre autour de la table, mais aussi à mettre maintenant sur le devant de la scène les pays arabes pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Et je pense que la réussite de ce plan dépend maintenant des pays arabes et de la façon dont ils accepteront d'expliquer au Hamas, parce qu'on voit bien qu'il y a toute une question d'image, de posture. Il ne faut pas donner l'impression d'une occupation occidentale de la bande de Gaza, donc il faut vraiment, c'est essentiel que ce soit les pays arabes qui prennent le lead, qui prennent la main, et en même temps, il n'y aura rien ne se fera s'il n'y a pas effectivement un désarmement du Hamas, qu'en réalité tout le monde souhaite, les Saoudiens aussi. Donc, et le fait que ce soit à eux de parvenir à l'imposer d'une certaine manière au Hamas, c'est l'ingrédient qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. C'est l'implication de ces pays arabes. Donc tant qu'ils resteront impliqués et qu'on les poussera à s'impliquer davantage, ça me semble en tout cas plutôt positif. Bien sûr, il y a plein d'inconnus et ça peut tomber à chaque instant. Quand on parle de l'armement du Hamas, parce qu'on voit qu'il terrorise la population avec des kalachnikovs aujourd'hui, pour le dire en quelques mots, est-ce qu'il y a derrière toujours des lance-roquettes et des armes plus lourdes dans les fameux tunnels, ou est-ce que tout cela c'est à peu près terminé, général? Est-ce qu'on le sait? Il y a plus, on sait pas tout, mais il y a plus grand-chose. En toute honnêteté, beaucoup de kalachnikovs effectivement, des petits lance-roquettes qui peuvent taper sur en tout cas tirer sur des véhicules blindés ou des chars, mais ça va pas plus loin en fait. On va pas sortir des chars des souterrains. Il n'y a pas d'artillerie sol-sol. Enfin, vraiment, c'est vraiment de l'armement de contact et
Et ça, c'est plus facile, mais en même temps, il y en a beaucoup. Donc, il faudra beaucoup d'intelligence de commandement militaire, beaucoup d'intelligence tactique, de progressivité pour tout doucement amener à une gestion. Mais le temps peut faire son œuvre. Je crois que moi, ce plan peut vraiment réussir. Moi, je le disais à l'époque où il n'était pas du tout question de ça, s'il y a une volonté totale internationale. Et là, il semble y avoir. elle est totale, Mais quasiment. c'est Et pour ça- donc, si tout le monde se met à contribution... Y compris d'Israël pour vous. Mais absolument, y compris Israël. C'est pour ça que et là, Trump tient Israël pour l'instant, pourvu que ça dure. Mais la question de l'aide, elle est fondamentale parce que là, ce que dit le Hamas, c'est n'entrez pas. Or, ça, ce sera pas possible parce que si on empêche quiconque d'entrer, ça veut dire que ce sont eux qui, encore une fois, captent l'aide internationale, la détournent, la monétisent, Voilà. la transforment en armes. Ça n'arrivera pas. Mais on peut estimer qu'il y aura un premier test en janvier, au moment où cette force internationale, où ces soldats, on l'a vu, du Non, mais ils la Pakistan, volent à leur d'Azerbaïdjan peuple, on et le autres, sait, enfin, voilà. entreront dans Gaza. Ouais. Jean-Dominique. Je crois qu'il ne faut pas placer la barre trop haut. Ça va pas, ce plan, il ne va pas régler le conflit israélo-palestinien qui date des années 1920. Donc, mais on peut déboucher, parce qu'il va quand même falloir faire quelque chose de ce territoire, en partie détruit, de cette population, plus de 2 millions d'habitants, il faut en faire quelque chose. Et là, il y a un vrai plan sur la table. Ça fait très longtemps, je pense, qu'un président américain n'a pas mis autant de capital politique sur une affaire pour essayer de trouver une solution concrète qui ira bon an, mal an, qui fera quelque chose, on verra bien. Mais Et ça intervient. Juste, je vais essayer, on est aujourd'hui au 30e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. C'est la dernière fois où il y a eu une forme d'espoir que quelque chose se passe entre les Israéliens et les Palestiniens. C'était il y a 30 ans, en 1995. Depuis lors, il se passait... On voyait bien que la situation bloquée. Là, on a un président qui dit, américain, qui dit, on va faire quelque chose, et il l'embarque avec lui, plus que les pays arabes, les pays musulmans. Parce que le Pakistan, l'Indonésie, l'Azerbaïdjan, c'est un pays extrêmement proche de la Turquie. N'oublions pas ça. Les Turcs et d'Israël. Vous avez tous l'expérience. Donc tout va bien. Enfin, je veux dire, le schéma est bon. Le schéma est bon. Vous avez tous l'expérience des conflits. Quand il reste, alors c'est difficile à évaluer, mais 10 000, 15 000, peut-être 20 000 membres combattants du Hamas. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils rendent les armes? Il faut leur proposer les acheter. Une sortie. Une partie les acheter les acheter pour une partie des gens, les acheter. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens sont au Hamas pour vivre. Donc, tout simplement, parce que il n'y a pas d'économie. Donc, simplement pour manger, boire, se payer un téléphone portable, le seul employeur aujourd'hui, c'est soit les organisations internationales, les ONG, soit le Hamas. Et Marion. donc, il faut effectivement qu'il y ait de l'argent qui arrive. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'éliminer le Hamas? Et on revient au point de départ qui crée un conflit à l'intérieur de la société israélienne et aussi à l'intérieur du gouvernement, entre le gouvernement, les militaires israéliens qui disent depuis 2 ans, depuis 2 ans, en gros, la guerre n'a plus de sens, le Hamas est affaibli, sa capacité militaire est réduite quasiment à néant, ils n'ont plus la capacité de tirer des roquettes et il faut arrêter cette guerre. Et finalement, le gouvernement de Netanyahou et sa coalition avec l'extrême droite, au fond, dans leur tête, c'est le Hamas n'existera que quand il n'y aura plus de Palestiniens à Gaza. Donc, il y a un véritable débat sur éliminer le Hamas. On a éliminé les chefs. Ils continuent à dire, les Israéliens, le gouvernement israélien continue à dire, il faut continuer à essayer de l'anéantir totalement. Mais l'anéantir totalement, il y a dans chaque Gazaoui un militant du Hamas en puissance et dont on ne sait pas s'il l'est ou s'il ne l'est pas. En tout cas, le point important pour que on ait bien ça en tête, parce que nous, on ignore un peu de quoi il s'agit, c'est est-ce qu'il s'agit d'une certaine manière de desperados ou est-ce qu'il s'agit d'une force structurée qu'il faudra convaincre, qu'il faudra peut-être acheter, comme le dit Jean-Dominique. Mais aujourd'hui, le mot de la fin, Géraldine. Il y a beaucoup de points qui ne sont pas du tout réglés. Effectivement,
Qu'est-ce qui va devenir de ces combattants du militant du Hamas? Est-ce qu'il va y avoir une amnistie? Est-ce qu'on va leur permettre de s'exiler à l'étranger? À quelles conditions? Ou tout ça n'est absolument pas résolu. Mais encore une fois, le versant positif que j'ai envie de voir, c'est que ce sont les pays arabes qui vont être à la manœuvre et qui vont... et c'est ça qui aidera à le vendre finalement à la population pour franchir une étape. Arabes et musulmans, comme les pays musulmans, pardon, et vous avez raison. Mais c'est fondamental et le récit qui va se construire autour de ça, de ce devenir, c'est à eux de l'écrire maintenant. Bien, eh bien, merci à tous les quatre. Mais ce qu'on retient, c'est que il y a beaucoup de prudence chez vous, et c'est bien normal, mais il y a un peu d'optimisme. Jamais dans l'histoire on a eu des conditions aussi propices pour faire avancer ce dossier. Bon. Pas oublier Jimmy Carter et la paix israélo-arabe qui est quand même qui a été le vrai bouleversement de la région. Absolument. C'est vrai qu'on a souvent été déçus, mais l'espoir fait vivre. Donc on verra, mais c'est ça qu'on retient. Merci beaucoup à vous quatre.